Mais passons aux choses sérieuses. Passons au gros du sujet. Une couille dans le fenouil, exactement. Donc, la réforme de la LPP. Je sais, j'ai pas encore regardé, je sais pas si on a déjà reçu, normalement on a déjà reçu les enveloppes de vote. Au niveau fédéral, pour dans 3 semaines, on a 2 sujets. Cette fois, c'est un peu plus simple que d'habitude, parfois on en a 4, 5, plus souvent c'est 4, mais là on en a 2. Premier sujet dont on va pas trop parler, c'est initiative biodiversité. La biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir des abeilles et des araignées dans les champs parce que c'est utile pour le bon fonctionnement de notre nature. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on aime bien les prairies vertes, mais aussi parce que toute notre agriculture et tout notre mode de vie, en fait, même si on a l'impression qu'on vit dans la modernité et qu'on dépend uniquement des machines, le fait est que quand même, on dépend pour beaucoup de choses de la biodiversité. Moi, personnellement, j'ai envie de dire oui à la loi biodiversité. Et de nouveau, c'est une loi pas si stricte que ça, hein. Elle demande juste à la Confédération et au canton d'être responsables, donc d'être responsables aux yeux de la loi, d'un maintien d'un minimum de niveau de biodiversité. Donc, contrairement à ce que les anti-loi biodiversité disent, ça ne dit pas que 30% des terrains en Suisse doivent être gardés naturels, ça ne dit pas qu'il faut interdire quoi que ce soit, ça dit juste ça commence à être le sbeul niveau biodiversité. On a un tiers de notre faune et de notre flore qui sont en danger ou ont déjà disparu. On en dépend. Faut peut-être faire quelque chose avant que ce soit trop tard. Et vraiment, l'initiative va pas beaucoup plus loin que ça. Mais le deuxième sujet, c'est la réforme de la LPP. Réforme de la LPP, donc réforme de la loi sur les prévoyances professionnelles, réforme de nos retraites. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Asseyez-vous, respirez un bon coup, tout va bien se passer. Je vais essayer de faire 10 minutes vite fait sur ce petit graphe-là que je vous montre et ensuite on passe au docu. Notre système de retraite fonctionne sur le principe des 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qui s'appelle l'AVS, l'assurance vieillesse. Assurance vieillesse et assurance. Assurance vieillesse, c'est quoi déjà ? Merde, j'ai mal révisé. Assurance vieillesse et survivant, oui, voilà, exactement. Merci Tété Dudu. Assurance vieillesse et survivant. Ça commence bien mon explication. Non, pas santé justement, ça c'est d'autres assurances sociales. Donc on a l'AVS qui fonctionne sur le principe de la solidarité. Donc en gros, c'est les générations d'aujourd'hui actives qui travaillent qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Quand on paye l'AVS, quand on cotise à l'AVS, on cotise au mois de janvier et au mois de février, c'est le même argent est distribué aux retraités. C'est un paiement quasiment direct. Ça passe d'abord dans les caisses de l'AVS quand même, mais ensuite c'est directement redistribué. C'est pas redistribué ensuite dans 40 ans. Donc déjà, c'est un système de solidarité entre générations. Mais c'est aussi un système de solidarité entre classes sociales. C'est-à-dire que toute personne ayant plus de 20 ans doit cotiser à l'AVS, même si vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, vous avez peut-être eu le cas, parce que vous étiez encore aux études, vous devez quand même payer une petite partie d'AVS. Et une fois que vous travaillez, vous allez devoir payer un pourcentage, 8,6% de votre salaire en cotisation AVS. Mais c'est pas vous uniquement, c'est 50% vous qui le payez et 50% votre employeur. Mais c'est directement déduit de votre salaire, donc en gros, vous n'avez pas de facture pour la payer. C'est déduit, c'est pris. Et ensuite, c'est redistribué à la population retraitée. Indépendamment de ce que presque indépendamment de ce que la population retraitée a cotisé. Donc ça veut dire que, comme c'est en pourcentage du salaire, quelqu'un qui gagne 3500 francs par mois cotise beaucoup moins que quelqu'un qui
comme on l'avait vu la semaine passée, Hermotti, qui gagne, je sais plus, 5000 balles par jour. Ou non, même plus, je sais plus. Non, 56 000 balles par jour. Ouais, c'était un truc comme ça. Hermotti cotise énormément plus que nous à l'AVS. Sauf que lui, il va pas toucher beaucoup plus à l'AVS. Il va toucher par mois genre 800 balles de plus que nous. Et par contre, tout l'argent en plus qu'il aura cotisé sera réparti dans la caisse AVS pour les retraités d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est doublement solidaire. C'est entre les générations solidaires parce qu'on paye aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui, et c'est solidaire entre les classes sociales parce que les salariés très riches payent beaucoup plus pour gagner vraiment pas beaucoup plus à la retraite. Ça, c'est l'AVS. Ensuite, on a les caisses de pension, la loi sur la prévoyance vieillesse, ou le deuxième pilier. Et c'est là-dessus qu'on va voter dans 3 semaines. Ça, c'est un autre système de retraite donc, qui s'ajoute à l'AVS. Parce que l'AVS, petit point aussi de précision, l'AVS, c'est écrit dans la Constitution que l'AVS doit garantir le minimum vital. Normalement, avec juste l'AVS, ça doit garantir le minimum vital. La blague, c'est que si tu as peu cotisé à l'AVS, tu touches 1300 francs ou 1400 francs par mois. Allez essayer de vivre en Suisse avec 1400 francs par mois. Si je me souviens bien, le minimum d'AVS c'est 1400 et le maximum c'est 2200 ou un truc comme ça. Donc il n'y a pas une énorme disparité. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à Hermotti avant ? Mais effectivement, quand c'est écrit dans la Constitution, doit assurer le minimum vital, 1300 francs par mois, de qui est-ce qu'on se fout de la gueule, hein, s'il vous plaît. Et le deuxième pilier, caisse de pension, a été pensé dans le principe pour que celui-ci n'assure pas le minimum vital, mais assure votre niveau de vie que vous aviez pendant votre vie active. L'AVS, ils reconnaissent, c'est quand même une diminution de votre niveau de vie par rapport à quand vous étiez actif, mais au moins vous pouvez survivre, en théorie. Et avec la caisse de pension, ils disent, vous pouvez non seulement survivre, mais en plus garder le niveau de vie que vous aviez avant. On va le voir. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, si vous accumulez AVS plus caisse de pension, c'est déjà retraite juste pour le minimum vital. Mais donc, la caisse de pension, comment est-ce que ça fonctionne ? Là, de nouveau, c'est un système de cotisation salariale. Donc, vous allez cotiser. Nous, j'imagine qu'on a une majorité dans le chat entre 25 et 35 ans. Donc, on cotise 7% de notre salaire mensuel. De nouveau, c'est partagé entre employés et employeurs. Donc 3,5% pour moi, 3,5% pour mon employeur qu'on paye à la caisse de pension. Cette caisse de pension fait quoi ? Contrairement à l'AVS, elle ne redistribue pas directement aux retraités. Elle le garde, elle le fait fructifier en l'investissant sur les marchés financiers. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la retraite à 65 ans, elle vous le redistribue. En faisant un petit calcul qui s'appelle le taux de conversion. Donc si vous avez cotisé 100 000 francs sur toute votre vie active, ça veut dire qu'avec le taux de conversion de 6,8% aujourd'hui, vous allez toucher annuellement 6 800 francs. Ouais, 6 800 francs, c'est bien ça. Et ça, jusqu'à la fin de votre vie. Ok, vous me suivez ? Donc là, vous cotisez pour vous-même, avec votre propre argent et l'argent de l'employeur, pour votre retraite. Donc on n'est plus du tout dans cette idée de solidarité. Là, c'est vous pour votre pomme, mais c'est régulé par la loi. C'est régulé le taux de cotisation et le taux de conversion ensuite quand vous arrivez à la retraite. Vous me dites quand vous ne suivez plus. Hein. Ça, c'est régulé par la loi. Mais la petite blague, c'est que ce qui est régulé par la loi, c'est ce qu'on appelle les paiements obligatoires. Ce que l'État considère comme étant obligatoire de payer au deuxième pilier. Mais la plupart des caisses de pension ont des paiements surobligatoires. Donc, qui dépassent les obligations prévues par l'État.
donc qui vous font cotiser plus pour que vous touchiez plus à la retraite. Ah tiens, ils sont généreux. Oui, sauf que qui sont les caisses de pension qui ont la plupart du temps ce genre de principe surobligatoire ? C'est pas les caisses de pension pour la restauration, la gastronomie et l'hôtellerie. C'est pas les caisses de pension pour les ouvriers du bâtiment. C'est en général les caisses de pension pour des industries, pour des domaines de métiers qui sont mieux rémunérés. Et en général, en fonction de votre contrat, en général, au mieux vous êtes payé pendant votre vie active, au plus vous cotisez en surobligatoire, mais ça ne veut pas dire que là, c'est l'État qui vous prend. Ça veut juste dire que votre employeur accepte de payer plus pour vous assurer une meilleure retraite. Donc là, on quitte complètement l'idée de la solidarité entre classes, complètement l'idée de la solidarité entre générations, c'est tu cotises pour toi, tout seul, avec ton employeur. Et si ton employeur est assez généreux et que tu gagnes assez d'argent, tu peux même dépasser les limites. Et à ce moment-là, vous pouvez gagner, je dis pas, vous ne gagnez pas 20 000 par mois, mais déjà des sommes bien plus importantes. Et ensuite, il y a le troisième pilier, et ça, c'est de la prévoyance privée. Donc, c'est en gros, vous ouvrez un compte bancaire d'épargne régulé sous le système du troisième pilier, qui est un peu particulier. Mais en gros, c'est vraiment, vous ouvrez un compte épargne et vous y mettez de l'argent chaque mois. Ce qui est drôle, c'est que ce troisième pilier, il est souvent considéré comme étant juste une niche fiscale pour les riches, parce que premièrement, qui a l'argent de mettre encore de l'argent par mois après avoir payé son loyer, son assurance maladie, les cotisations, etc., qui a encore de l'argent pour payer son troisième pilier? Et deuxièmement, ce que tu mets sur ton troisième pilier est déductible de tes impôts. Donc, quand tu as un haut salaire, ça peut être avantageux d'ouvrir un compte troisième pilier parce que du coup, à chaque fois que tu payes des impôts à chaque fin de l'année, tu peux déduire de ton salaire le troisième pilier. Et puis pour les pauvres, ils ont qu'à se débrouiller, ils avaient qu'à pas être pauvres. Et du coup, là, ce qu'ils proposent avec la réforme, et juste après ça, on va arriver au documentaire, c'est de réformer la caisse de pension. Et en très très gros, ce qui prévoit, c'est de baisser le seuil d'entrée pour le deuxième pilier. Parce que pour l'instant, il faut que tu gagnes minimum 22 050 francs par année pour commencer à cotiser à la caisse de pension. En dessous de ça, tu ne cotises pas à la caisse de pension, mais du coup, tu n'as pas de deuxième pilier. Et ils veulent baisser le seuil d'entrée pour un peu plus prendre en considération les bas revenus, comme c'est généreux. Oui, sauf que parallèlement à ça, ils veulent augmenter les cotisations, donc ce qu'on doit payer pendant qu'on travaille, ils veulent augmenter ces cotisations et diminuer le taux de conversion, donc ce qu'on reçoit à la retraite. Donc leur deal, c'est on va faire rentrer quelques bas salaires avec ce seuil d'entrée, mais franchement pas grand-chose. Et en échange, on vous fait payer plus et vous recevez moins. Voilà le deal. Ok ? Vous avez compris ? En gros, je dis pas ce que vous devez voter, mais moi je vais voter non. Parce que c'est une grosse arnaque. Et les seules personnes à qui ça profite, et on va voir ensuite dans le documentaire comment ça fait qu'ils en profitent, en gros c'est les marchés financiers. Parce que les caisses de pension, elles ont énormément d'argent. Les caisses de pension, avec toutes les retraites qui sont accumulées en ce moment, elles ont 150 milliards de réserves. Mais ces 150 milliards de réserves, ils ne les ont pas en billets de 10 sous leur matelas. Ces 150 milliards de réserves, ensuite, ils les donnent à des assurances-vie et à des banques pour les faire fructifier sur les marchés financiers. Donc, ils se font des profits sur notre dos. On paye des frais administratifs pour la gestion. Et ça génère des milliards et des milliards dans les marchés financiers qui nous reviennent pas ou que très peu. Et c'est comme ça, et je trouve que je fais des transitions incroyables, et c'est comme ça que nous arrivons à ce fameux documentaire, le protocole. Est-ce que j'ai été clair ?
J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous ne dites plus rien. Est-ce que j'ai coupé le live sans faire exprès ? Est-ce que c'était plus ou moins clair ? Je sais que, a priori, quand on connaît pas du tout, ça peut être un peu agressif dès le début. Je préviens, je commence pas le documentaire tant que j'ai pas de réponse. Je veux une réponse. Est-ce que ça a été clair ? Ok, merci. Merci Baleine en colère. Ça marche. Et je vous donnerai juste... en fait, je peux vous le donner maintenant. Je sais, c'est lié à mon travail. J'ai pas l'habitude de faire la promotion de mon propre travail et du PS. Mais je trouve que c'est une vidéo quand même qui résume bien. C'est sur la chaîne... Et c'est pas moi qui ai fait la vidéo pour le coup. Hein, donc, c'est pas... Je m'auto-suce pas. Mais il y a une vidéo sur la chaîne YouTube du PS Suisse, le système de prévoyance vieillesse suisse, qui est présenté par Pierre-Yves Maillard. De 20 minutes, où il explique un peu plus en détail avec la bonne voix rassurante de Pierre-Yves Maillard. Et si vous avez envie de encore mieux comprendre, ou avec d'autres mots que les miens, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors c'est parti pour le protocole. Vous me dites si le son ça va ou pas. Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, je vais être bref. Où sont passés les milliards qui ont été gagnés dans les années 90 ? L'Office fédéral des assurances privées est le bras armé du secteur des assurances privées. 16 avril 2002, coup de tonnerre sous la coupole fédérale. Des parlementaires de tous bords réclament des comptes. Les compagnies d'assurance, à travers les instances dirigeantes du... Juste si je peux réagir, je ne suis pas fan de Pierre-Yves Maillard. Mais en même temps, excusez-moi, c'est le seul qui arrive un petit peu à tenir tête à la droite en Suisse. C'est notre vieux à nous. Alors moi, j'aimerais bien avoir un encore plus révolutionnaire, encore plus grande gueule. Mais Pierre-Yves Maillard, pour l'instant, c'est le meilleur. Du Parti radical, via M. Bührer et Mme Berly, ont fait pression jusqu'au Conseil fédéral. Mais cette fois-ci, grâce à vos protestations, ça ne marchera pas. 20 milliards de francs ont disparu des radars. 20 milliards d'excédents provenant des cotisations du deuxième pilier géré par les assureurs vie. 20 milliards devant en principe profiter aux assurés. Pourtant, tout avait si bien commencé. Donc là, ils repartent sur l'histoire de la LPP. Oui, Mathilde Marinda, mais pour moi, Mathilde Marinda doit encore se faire une place et n'a pas encore l'expérience non plus de plateau, de débat et de travail politique de Pierre-Yves Maillard. Mais moi, j'ai foi en Mathilde Marinda. Donc là, ils repartent sur l'histoire de la LPP, mais ils introduisent en disant qu'en 2002, éclate un scandale, c'est qu'il y a 20 milliards qui manquent pour les retraites. Alors pas qui manquent, mais où on se rend compte que ces 20 milliards qui ont été générés par les retraites en les plaçant sur les marchés financiers, et que ces 20 milliards, on ne sait pas où ils sont passés. 20 milliards, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Surtout à cette époque, ça valait encore plus que ce que ça vaut aujourd'hui. C'était gigantesque. En 1972, le peuple avait voté pour un système de prévoyance vieillesse lui garantissant une retraite à l'abri du besoin. Du moins, c'est ainsi qu'on lui avait vendu le système des 3 piliers. La prévoyance vieillesse doit permettre le maintien dans une mesure appropriée du niveau de vie antérieur, ce qui implique le versement d'une rente totale égale pour une personne seule, au moins à 60% du dernier revenu brut du travail. Et pour un couple, à un pourcentage plus élevé... Permettre le maintien du niveau de vie, c'était la belle promesse de cette votation. Une promesse... Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est quand il dit maintien du niveau de vie, ils disent que pour le maintenir, il faut gagner 60% de son dernier revenu. Sauf que ce que je trouve intéressant aussi pour parler de l'évolution du pouvoir d'achat en Suisse, c'est qu'aujourd'hui, faites le calcul, hein, alors on est au début de nos carrières, etc. Je sais, si on a une carrière.
Mais si vous faites le calcul de gagner 60% de ce que vous gagnez aujourd'hui, est-ce que ça va maintenir votre niveau de vie ? Ça parle, on est en train de regarder le documentaire Le Protocole sur le scandale de la LPP, du deuxième pilier. Donc, là, ils disent, deuxième pilier était là pour maintenir à 60% le niveau de vie. Mais aujourd'hui, si tu gagnes 60% pour la majorité des Suisses, Profa avait communiqué pendant l'été, 50% des familles actives qui travaillent ont de la peine à boucler les fins de mois. Donc si tu leur donnes 60% de ça pendant leur retraite, comment ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que les assurances maladie ont augmenté depuis, les loyers ont augmenté et il y a eu l'inflation sur les produits alimentaires. Convaincante puisque le 3 décembre 1972, le peuple l'a plébiscité à plus de 75%. 4 jours plus tard, les directeurs des principales compagnies d'assurance vie se réunissent pour une séance importante à l'hôtel Atlantis à Zurich. Donc les assurances vie, c'est des entreprises privées qui, dans ce cadre-là, font plein de choses, mais dans ce cadre-là, sont mandatées par les caisses de pension pour gérer les fonds, les avoirs de nos retraites, et notamment les placer sur les marchés financiers et donc se faire plein de thunes avec. Nous avons en effet gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Les différents directeurs de compagnies d'assurance présents se congratulent face à cette victoire historique. Ils sablent le champagne. Il est important que nous apparaissions unis face à l'opinion publique. Ils se félicitent de la collaboration qui a prévalu entre les compagnies d'assurance, les organisations patronales et également l'Association suisse des banquiers. Il faut éviter de s'entre-déchirer les uns les autres. Juste petit commentaire, là, pour faire un petit peu de marxisme, là, on voit très clairement la conscience de classe bourgeoise. C'est que quand ils ont un intérêt commun, ils réussissent à s'unir et à faire un front commun pendant les votations. Chose qui est beaucoup plus difficile du côté du salariat où on est très rarement unis quand il s'agit de faire un front commun. Un procès-verbal résume d'ailleurs tout l'enjeu de cette votation, comment vont s'organiser les forces en présence pour mettre en place le deuxième pilier obligatoire. Ce protocole du 7 décembre 1972 est une source historique tout à fait exceptionnelle. Il est rare de trouver un document historique qui met en scène d'une manière aussi claire les stratégies et les tactiques politiques d'un groupe d'intérêt au XXe siècle. À travers ce protocole confidentiel, ce film raconte comment le système des 3 piliers a été conçu par et pour les assureurs vie. C'est ce système des 3 piliers qui a engendré le scandale des 20 milliards de francs. Des parlementaires de gauche et de droite sont alors déterminés à faire toute la lumière. Car il est même question de Rentenklau, de pillage des rentes en français. Ci si è resi conto che il secondo pilastro a carattere sociale On s'est rendu compte que le deuxième pilier, à vocation sociale, se trouvait dans une zone grise qui permettait aux assureurs de prévaloir sur les intérêts des assurés. Déjà, ce que je trouve marrant, c'est qu'il dit le deuxième pilier qui a vocation sociale. Il dit ça certainement parce que il le disait en 1972 quand la loi a été votée, c'était pour assurer un maintien de vie à la retraite. Sauf que ce qui est drôle, c'est que pendant le débat sur le deuxième pilier, en 1972, la gauche le disait. Oui, c'est bien de vouloir améliorer la situation financière des retraités, mais faisons-le avec l'AVS qui existait déjà depuis 1945. Parce que l'AVS est un réel système solidaire de repartage des richesses. Et pas en créant ce deuxième pilier qui va faire des différenciations en fonction du revenu et qui va enrichir
les assurances vie. Dans la pratique, cette zone grise masquait le fait que les assureurs engrangeaient les excédents provenant du deuxième pilier sans en redistribuer suffisamment aux assurés. Distribuire sufficientemente i risultati con gli assicurati. Wir mussten ja schauen. Quand nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une somme d'environ 20 milliards de francs, nous nous sommes dit que nous devions vérifier où étaient passées ces réserves. Il faut de la transparence sur la manière dont ces bénéfices sont réalisés, sur la manière dont ils ont été gérés, car il s'agit de l'argent des travailleurs et des employeurs qui ne peut pas être transféré tel quel dans la poche des actionnaires. Donc juste pour clarifier, là ce qui a été dit, ce qui est marrant déjà, c'est que c'est une PLR qui le dit de droite et qui est surprise de voir que les entreprises capitalistes cherchent à faire du profit, mais en gros ce qu'elle explique, c'est que quand les caisses de pension donnent l'argent des retraites aux assureurs vie, c'est pour... Ils mandatent d'avoir un certain revenu, une certaine efficacité pour faire fructifier cet argent et pour en retrouver plus que ce qu'ils avaient mis, en les faisant boursicoter, en achetant des actions, les revendant, etc. Et ce qui est dit, c'est que normalement la loi encadre quel pourcentage de profit qui est généré grâce aux retraites doit être redistribué aux retraités. Ça, c'est pas non plus le Far West. Ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils peuvent pas tout garder pour eux-mêmes, les assureurs vie. Ils doivent redistribuer une partie des bénéfices aux retraités. Et là, ce qu'ils remarquent, c'est que ça n'a pas été fait ou pas correctement. Les assurances nous disaient toujours que ce n'étaient pas des bénéfices si importants comparés aux risques, etc. En fait, la transparence, elle, faisait défaut. Et c'est précisément ce point-là, avec d'autres points de la révision, qui ont provoqué un débat, qui ont été corrigés. Parce qu'il est clair qu'il y avait un sentiment de malaise. Mais la preuve que quelque chose n'était pas correct n'existait pas. Au deuxième pilier, il y a 3 cotisants. Il y a l'assuré, il y a l'employeur et il y a les intérêts. Et à long terme, les intérêts sont aussi importants que les 2 autres. Alors si on vous pique une partie des intérêts, ça réduit votre rente à l'âge de la retraite. Et c'est ça, le Rentenklau. Et il a été important, on l'a chiffré en 20 milliards. Il dit ils l'ont chiffré, mais ça a été plus une estimation parce que c'est très compliqué de savoir combien de bénéfices ils ont réussi à se faire sur le dos des assurés. Les compagnies d'assurance Swiss Life, AXA, Allianz, Helvetia, Pax, La Baloise et l'Association suisse d'assurance n'ont finalement pas participé à ce film, malgré nos demandes et les contacts suivis que nous avons eus avec plusieurs d'entre elles. Ça, c'est bizarre de ne pas avoir voulu répondre aux journalistes. Et ce qui est marrant, ce qui me fait rire, c'est que dans les intervenants et intervenantes, il y a un UDC et un PLR. Et si vous allez sur lobbywatch.ch, donc ce site internet qui est extrêmement bien pour se rendre compte des conflits d'intérêts qu'il existe dans la politique suisse, lobbywatch.ch, vous remarquez que ces 2 partis, PLR et UDC, donc droite et extrême droite, sont des partis qui sont très fortement liés à toutes les entreprises qui viennent d'être citées, donc Swiss Life, AXA, etc. Donc le fait de venir ensuite chialer en disant « Oh, mais on ne savait pas, il manque de la transparence, etc. » c'est un peu du foutage de gueule. Les assurances ont pourtant joué un rôle décisif dans cette histoire. Est-ce bien la mission des assureurs vie privés de se mêler de deuxième pilier, alors qu'il s'agit d'une assurance sociale ? Le protocole du 7 décembre 1972
va peut-être nous aider à comprendre. Mais il faut d'abord faire un détour par l'histoire, en revenant au début du XXe siècle, à une époque où les assurances sociales n'existaient pas encore. On se souvient que pendant la guerre, la situation était particulièrement difficile. Pour les personnes âgées, il n'y avait pas d'aide sociale, surtout pour les personnes âgées des classes ouvrières. Le problème était de savoir comment subsister. Ces personnes âgées devaient soit travailler, soit dépendre de leurs proches. Donc leur situation était très difficile, car elles vivaient dans la pauvreté, voire la misère. La gauche a toujours formulé des revendications en faveur de ces personnes. En 1904, le Parti socialiste suisse adopta l'un des programmes les plus importants dans lequel toute une série de revendications assez précises furent également proposées. Je trouve que ces images, ce genre d'images, elles sont dingues parce que ça montre aussi l'évolution de la politique partout en Occident au cours du XXe siècle. Au début du XXe siècle, la politique, c'était une politique de masse. C'était une politique où énormément de gens, que ce soit de l'ouvrier au bourgeois, faisaient partie d'un parti politique, allaient à des meetings, et t'avais des gens en plein milieu de la place publique qui faisaient des discours d'une manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus intense qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez rare, on a la grève féministe, etc. Et encore, il n'y a pas énormément de discours. Là, c'était vraiment presque ritualisé. Dans le domaine social, on évoquait déjà une assurance vieillesse et invalidité. À la fin de la guerre, cette demande est réapparue. Cette agitation sociale culminera lors du déclenchement de la grève générale de novembre 1918. Elle suscite une grande peur au sein de la droite et du patronat. Et c'est dans ce contexte de tension que plusieurs grosses entreprises créent pour leur personnel des caisses de retraite, ce qu'on appellera plus tard des caisses de pension. Et là, on voit l'importance de la mobilisation ouvrière. Et quand je dis ouvrier, gardez à l'esprit que oui, quand on dit ouvrier, souvent on imagine les images qu'on a là, des gens à l'usine, etc. Mais si vous travaillez, en fait, juste si vous êtes salarié, vous êtes des ouvriers et ouvrières. Et l'importance de la mobilisation, parce que à cette période-là, donc 1918, déjà il y a une grève générale en Suisse. Et ça, on l'oublie souvent. Mais c'était un moment exceptionnel en Suisse, où il y a eu vraiment la Suisse qui a été à l'arrêt pour des revendications de gauche. Et puis, le deuxième point que je voulais... Et aussi, l'autre chose, c'est que 1917, il y a eu la révolution bolchevique en Russie. Et donc, c'est sous la pression à la fois de la gauche en Suisse et par peur qu'il leur arrive ce qui est arrivé en Russie, que le patronat accepte ce genre de revendications. Ça n'est jamais de leur propre décision. Ça n'est jamais leur propre volonté de venir aider les ouvriers et ouvrières. C'est toujours sous la pression du salariat. Les compagnies d'assurance sur la vie s'engouffrent dans ce nouveau marché en pleine croissance. Elles proposent aux entreprises intéressées de gérer leurs caisses de retraite, contre paiement, bien sûr. Et cela marche. En 1930, les assureurs vie administrent plus de la moitié des caisses de retraite existantes. Dès cette période, ou plus tard au début des années 20, les grandes compagnies d'assurance vie, Swiss Life, qu'on appelle la Rentenanstalt à l'époque, la Zurich Assurance ou la Baloise Vie, sont des acteurs clés à la fois du marché naissant de la prévoyance vieillesse. Alors c'est le début de ce qu'on appellera bien plus tard le deuxième pilier, mais ils sont aussi partie prenante des débats politiques et publics sur le futur de l'AVS.
Mit 864.189 Ja gegen 216.079 Nein hat das Schweizer Volk am 6. Juli beschlossen, eine wirksame Hilfe für die Alten und Hinterbliebenen aufzubauen. 30 ans après la grève générale, l'AVS voit enfin le jour en 1947. C'est la naissance d'une importante assurance étatique censée sortir les personnes âgées de l'indigence. Quelques années avant cette victoire fondamentale, les assureurs saluent déjà ces efforts pour mettre en place l'assurance vieillesse. Ils ne sont pas du tout des opposants de la future AVS, bien au contraire. Comme nous le dit un assureur dans une revue d'assurance, nous ne croyons pas que l'introduction d'une assurance vieillesse nuise à l'intérêt des compagnies. Bien au contraire. Sachant qu'ils recevront une petite retraite de cette future AVS, les gens auront l'envie de rendre cette pension suffisante en concluant une assurance complémentaire à l'assurance vieillesse, que les compagnies d'assurance vie créeront spécialement à cette intention. Donc vous comprenez le cynisme de la réflexion. C'est de dire, ok, nous on a déjà le principe de la prévoyance professionnelle, privée. Là, ils votent pour l'AVS, qui est publique, qui est gérée par l'État. Nous, ce qu'on peut se dire, et ce que le documentaire se dit, c'est « Ah, mais est-ce que les compagnies d'assurance vie ne sont pas contre l'AVS ?» Et non, là, ils le disent, texto, noir sur blanc, non, on n'est pas du tout contre, parce qu'à partir du moment où tu donnes un petit peu le goût, où tu donnes déjà un minimum pour vivre, pour subvenir à ses besoins à la retraite, ça va potentiellement donner envie à plus de personnes de contracter une assurance vieillesse privée pour gagner encore un petit peu plus, parce que l'AVS, c'est juste le strict minimum vital. Et donc ils disent, ça veut dire que toutes les personnes qui avant, à la retraite, dépendaient de leurs enfants ou vivaient juste dans la stricte pauvreté, là, ils vont se mettre pendant leur vie active à penser à leur retraite. Et donc à ne pas vouloir que de l'AVS, mais quelque chose d'un petit peu plus, et donc ils vont se faire plus d'argent. C'est un cynisme total. Cet assureur voit déjà le futur, c'est-à-dire la mise en place d'un socle de base, une petite assurance vieillesse, l'AVS, et après toute une panoplie de mesures complémentaires qui sont mises en place ou bien par les entreprises elles-mêmes, ou bien par les compagnies d'assurance vie. Un acteur important entre désormais en scène. Peter Binswanger, juriste à l'Office fédéral des assurances sociales. C'est lui qui a rédigé la loi sur l'AVS. Il quitte le service de la Confédération en 1955 pour entrer à la Winterthur Assurance. Et ça aussi, c'est aussi un point ultra essentiel de la vie politique suisse à comprendre et à garder systématiquement en tête. Il y a l'Université de Lausanne qui a fait un observatoire des élites suisses, d'ailleurs que vous pouvez trouver sur Internet pour faire vos recherches, mais qui montre que systématiquement, les élites suisses, la bourgeoisie suisse, soit commencent dans le domaine privé et ensuite finissent leur carrière en tant que hauts fonctionnaires, voire parlementaires, ou le contraire, commencent dans la politique en tant que parlementaires et ensuite, ou hauts fonctionnaires, et ensuite finissent leur carrière dans une grande entreprise pour se faire plein d'argent. Et là, c'est le cas de ce gars-là. Il a commencé dans la fonction publique, dans les assurances sociales, et ensuite, avec toutes les connaissances qu'il avait des assurances sociales et aussi avec tout le carnet d'adresses des gens qu'il connaissait, il est ensuite allé dans une assurance privée et il a mis toutes ses connaissances acquises dans le public à la cause du privé. Et ça, c'est systématique en Suisse. Peter Binswanger va développer le marché des caisses de pension et apportera une contribution fondamentale pour la mise en place du futur système des 3 piliers. Pour ce faire, il fonde une commission qui porte son nom et qui est dotée d'un budget équivalent à plus de 3 millions de nos francs actuels.
Alors cette fameuse commission Binswanger qui est créée en 1961 et qui rassemble les grandes compagnies d'assurance vie, le lobby des caisses de pension d'entreprise, mais aussi les grandes associations patronales, va jouer un rôle clé dans la définition de la tactique politique visant à verrouiller le système de prévoyance vieillesse. Et ce patient travail de lobbyisme des assureurs portera finalement ses fruits. On en prend la mesure lors de la publication d'un message du Conseil fédéral en 1963 qui décrit l'avenir de la prévoyance vieillesse en Suisse. C'est la première mention officielle et une étape importante de ce qu'on qualifiera plus tard de doctrine des trois piliers. Donc en 61, le gars crée une commission dans le domaine privé avec que des assurances privées pour mettre en place une stratégie pour assurer leurs profits. Et 2 ans plus tard seulement, le Conseil fédéral communique déjà en faveur de ce que la commission privée commençait à mettre en place. Et c'est dire la porosité qu'il y a en Suisse entre les plus hautes sphères de l'État et les groupes de lobbyistes privés. On recourt généralement à 3 moyens pour assurer notre population contre les conséquences économiques de la vieillesse. La prévoyance personnelle, l'assurance collective professionnelle, l'assurance sociale avec l'aide complémentaire. Les rentes AVS doivent donc rester des prestations de base, qui ne peuvent à elles seules couvrir les besoins de l'assuré dans les cas de vieillesse. Ce paragraphe, qui est présenté comme une déclaration du Conseil fédéral, reprend en fait mot pour mot la conception colportée par les assureurs depuis les années 20. Durant les années 1960, la situation se radicalise. Le Petit Parti communiste, connu sous le nom de Parti du travail, lance en 1968 une initiative fédérale pour des pensions populaires. Cette Parti du travail qui aujourd'hui, dans certains cantons, est encore le PDT et dans d'autres cantons, c'est le POP. Dans le canton de Vaud, par exemple, c'est le POP. Mission exclurait les assurances vie du marché de la prévoyance vieillesse. Elle préconise en effet une espèce de super AVS qui engloberait les caisses de pension existantes. La prévoyance vieillesse serait du coup entièrement étatisée. Peter Binswanger va convaincre tout ce monde patronal et bourgeois de la nécessité non seulement de balayer l'alternative des pensions populaires et non seulement de la nécessité d'inscrire le principe des 3 piliers dans la Constitution fédérale, mais de lui donner une traduction institutionnelle forte, c'est-à-dire un 2e pilier obligatoire. Le combat contre les pensions populaires est mené par un conseiller fédéral socialiste, Hans-Peter Tschudi. C'est l'homme qui va participer à l'inscription de la doctrine des 3 piliers dans la Constitution fédérale. Or, ça paraît paradoxal, comment un conseiller fédéral de gauche peut-il adopter la conception développée par les assureurs ? La prévoyance vieillesse, 1er et 2e pilier, doit permettre le maintien dans une mesure appropriée du niveau de vie antérieur, ce qui implique le versement d'une rente totale égale pour une personne seule au moins à 60% du dernier revenu brut du travail, et pour un couple à 1%. Hans-Peter Tschudi explique ici à quoi ressemblera le système des 3 piliers, désormais précisément défini en vue de la prochaine votation. Il y a le 1er pilier, l'AVS, une assurance fédérale versant une rente minimale. Le 2e pilier, ce sont les caisses de pension gérées en partie par les assureurs vie. Et le 3e pilier, un compte d'épargne spécial pour la retraite. Dans ce système, le 2e pilier deviendra obligatoire pour tous les salariés. Cela nécessitera une forte augmentation du nombre de caisses de pension. Et donc, qui dit forte augmentation du nombre de caisses de pension et nombre d'assurés dit beaucoup plus d'argent à gérer. Ces caisses de pension donnent cet argent, enfin, sous-traitent cet argent aux assureurs vie qui ensuite vont en tirer un bénéfice, un profit en mettant cet argent sur les marchés financiers.
Donc c'est là où ils avaient tout intérêt à ce que ce soit obligatoire. Et effectivement, c'est assez surprenant, oui et non, qu'un conseiller fédéral socialiste, donc normalement de gauche, appuie ce genre de votation qui bénéficie uniquement à la bourgeoisie. Le 3 décembre 1972, le peuple doit trancher entre l'initiative du Parti du Travail pour des pensions populaires et le système des 3 piliers. Tous les autres partis, y compris le Parti socialiste et les syndicats, soutiennent les 3 piliers. Le 3 décembre 1972, 75% des votants acceptent l'inscription de la doctrine des 3 piliers dans la Constitution fédérale. Il s'agit donc d'une... Et là, on voit le poids dans les résultats des votations, de nouveau, de la bourgeoisie et des capitalistes. Parce que, souvenez-vous, en 1947, l'AVS est acceptée à 75%. Là, c'est le système des 3 piliers qui est accepté à 75%. L'AVS est un système solidaire, social et public, mais qui à ce moment-là était soutenu par la bourgeoisie et on l'a vu avant pourquoi. Et là, cette fois-ci, c'est une proposition de nouveau de la bourgeoisie, des assureurs, qui est de nouveau acceptée à 75%. Et pour moi, ça montre bien comment les votations populaires, qui sont censées être le garant ultime de la volonté populaire, en réalité, très souvent, est le résultat des compromis et des enjeux au sein de la bourgeoisie. Une légitimité très forte pour ce projet que portent les assureurs depuis plus d'un demi-siècle. Qu'est-ce qui attend les assurances-vie après cette victoire du 3 décembre 1972 ? Et là, on peut reprendre le protocole qui nous dit « Nous avons en effet gagné une bataille. Nous avons en effet gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Au contraire, le combat continue. Nous devons nous y engager avec toutes nos forces afin que le cadre légal du premier et du deuxième pilier de la prévoyance vieillesse garde une dimension raisonnable. Dans cette conception de l'article constitutionnel de 1972, nous avons le système actuel où l'AVS sert de base, les compléments sont amenés par les caisses de pension et enfin, la responsabilité individuelle a également son rôle à jouer. Cette conception pénètre de manière intégrale l'histoire du système de prévoyance vieillesse pendant tout le XXe siècle. Évidemment, l'article constitutionnel ne fait qu'inaugurer une nouvelle phase politique, c'est-à-dire la mise en place concrète du deuxième pilier obligatoire. Les conséquences de cette mise en place du deuxième pilier seront désastreuses. Elles conduiront en 2002 au scandale des 20 milliards de francs. Je m'adresse maintenant en dernière instance au Conseil fédéral. Savez-vous où se trouvent les milliards issus de ces excédents ? Je ne peux pas vous dire si c'est des centaines de millions, si ce sont des milliards. Je ne peux pas vous dire quels montants exactement ont été dans ces placements reversés aux caisses selon les engagements pris ou au contraire fait partie des bénéfices des institutions qui ont fait ces placements. Et là, je trouve qu'on voit très bien la faiblesse de l'État suisse face au monde de l'argent, pour le dire très simplement. C'est que, et je l'ai vu assez régulièrement, maintenant que je suis tout le temps les débats aux sessions parlementaires, ça c'est pendant les séances de questions au gouvernement. Donc elle, c'est Ruth Dreyfus, une conseillère fédérale socialiste, qui avoue qu'il y a une loi qui encadre le deuxième pilier, qui le rend obligatoire, qui fixe les taux de cotisation, les taux de conversion, qui fixe également normalement les règles par rapport aux profits qui peuvent être générés par rapport à ces retraites. Et elle dit, on ne sait pas. Désolé, les chiffres, on les a pas. Et est-ce qu'on va mener l'enquête ? Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai pris mon vendredi de congé, donc je ne sais pas si ça va être fait. Et ça...
si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi maintenant, du scandale du Crédit Suisse, c'est exactement la même situation. Il y a la deuxième plus grande banque de Suisse qui fait faillite, qui se fait racheter par UBS sous la pression, surtout des marchés financiers, mais aussi de l'État fédéral. Et l'État fédéral dit, on ne sait pas où ça a merdé. Mais pourquoi est-ce que vous avez dû sauver le Crédit Suisse ? Parce que si on ne le sauvait pas, c'était absolument toute l'économie mondiale qui allait prendre cher. Mais sachant que le Crédit Suisse avait ce pouvoir-là, ce poids-là dans l'économie suisse et dans l'économie mondiale, malgré ça, le Conseil fédéral, il ne sait pas. Mais par contre, il a avancé des milliards d'argent pour assurer la survie des filières de Crédit Suisse rachetées par UBS. Donc ça, quand l'État doit donner de l'argent à la bourgeoisie pour assurer le bon déroulement de l'économie, ça, il n'y a pas de souci. Le Conseil fédéral est compétent, mais par contre, quand il s'agit de mener l'enquête pour savoir où est-ce que ça a merdé, ça, le Conseil fédéral n'est jamais compétent. Ou en tout cas, dans ce qu'ils disent. Donc, comme l'assurance maladie est obligatoire, mais gérée par des privés, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Et comme l'assurance maladie obligatoire, à chaque fois, ça augmente. On demande au Conseil fédéral de mieux gérer le truc et ils disent « Ah ben, on va faire une table ronde. » Ah bah, je viens de sortir de la table ronde avec tous les acteurs des assurances maladie ou des assurances vie. Et bah finalement, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la discussion était intéressante. Mais on ne sait pas trop et on a fixé une prochaine table ronde dans 5 ans. Et puis on verra, hein ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme ça que la politique suisse est gérée et que nos vies, parce que ce soit assurance maladie, que ce soit retraite, c'est quand même nos vies. C'est pas pour rien qu'on a ça. Bah, ça se règle à coup de table ronde et de « on sait pas ». Je ne savais pas s'il s'agissait de centaines de millions ou de milliards, mais qu'effectivement, il y avait eu des fonds qui auraient dû revenir à la prévoyance et qui avaient servi à boucher d'autres trous dans les assurances privées qui géraient ces capitaux. Non, pas à boucher d'autres trous, à remplir les poches des actionnaires. Et que l'on n'a pas su et qu'on ne le saura jamais quel a été le montant exact. Mais ce que je voulais dans cette réponse, c'est confirmer le fait qu'il y avait eu effectivement ces évasions de fonds, donc une perte pour les travailleurs. Ah ben on est rassuré. Je dois avouer que lorsque j'ai préparé la première révision de la prévoyance professionnelle, je n'en avais absolument aucune idée. Et c'est au fond, en préparant dans les commissions déjà parlementaires le débat, que ces chiffres et ces soupçons et ces craintes se sont exprimés. On a été absolument surpris. Les assureurs sont sur le banc des accusés, puisque les 20 milliards d'excédents manquants concernent uniquement la partie du deuxième pilier gérée directement par les assurances. On a alors l'impression que les assurances font ce qu'elles veulent avec ces excédents. Ah, ben ça... Elle ne fait pas ce qu'elle voulait, elle respectait la loi. Par contre, l'évolution pratique de l'économie permettait peut-être de faire des bénéfices qui étaient plus importants que ceux qu'on pouvait imaginer au départ. C'est le risque qu'on a quand on recourt à ce type de service, les assurances vie. On a la sécurité, on sait qu'il n'y aura pas de faillite, que ce qui est promis sera donné, mais s'il y a des bénéfices, c'est la contrepartie du risque que prenaient les assurances vie. S'il y a du bénéfice, il risquait d'être resté dans les réserves de la compagnie d'assurance. Alors déjà, quand il dit il y a une certitude quand on met notre argent auprès des assureurs vie, c'est que ça ne fasse pas faillite. Excusez-moi, mais il disait pareil en 2022 du Crédit Suisse. Hein. Donc qu'une assurance vie ne fasse pas faillite parce qu'ils savent gérer leur argent sur les marchés financiers, laissez-moi avoir un doute. Et puis ensuite, c'est c'est normal, c'est la nature que s'ils font des bénéfices, ils puissent en toucher une partie. Ah bon, pourquoi ? Et, de nouveau, je trouve flagrant, comme surtout en Suisse, et
ailleurs c'est pareil, mais surtout en Suisse, il y a un impensé, il y a un manque de réflexion. C'est juste, bon, il y a des bénéfices, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de les toucher. Bon, c'est comme ça. Allons-y, gaiement. C'est de la folie de dire que les 3/4 des Suisses ne connaissent sûrement pas cette histoire. C'est sûr, alors qu'il y a tout un documentaire qui explique ça. Devant la commission parlementaire examinant la révision de la loi, les experts expliquent l'origine de ce surplus de recettes qu'on appelle les excédents. Les assureurs vie devaient payer aux assurés un intérêt de 4% sur les 110 milliards de francs qu'ils administraient. Or, les marchés financiers donnent, durant cette période, des rendements de 7 à 12%. Où est passée la différence? C'est toute la question qui pèse dans les 20 milliards de francs. Donc vous comprenez le contrat qui est passé entre les caisses de pension et les assureurs vie, c'est on vous donne l'argent et nous en retour on veut que vous fassiez fructifier à 4% d'intérêt par année. Donc sur 40 ans pour un retraité moyen, sur 40 ans de temps d'activité, c'est 40 fois 4%. Ça fait une grosse augmentation, comme il le disait plus tôt. Ça revient à quasiment 1/3 de la retraite qu'on va toucher après. Sauf que ce qui montre, c'est qu'à la même période, sur les marchés financiers, si tu faisais pas trop n'importe quoi, tu avais un rendement entre 7 à 12%. Donc ça veut dire que si on prend la moyenne, mettons 9%, ça veut dire qu'il y a 5% des intérêts, c'est gigantesque, qui ont disparu. On ne sait pas où c'est. Le problème de ce que l'on appelle les excédents est en effet intervenu dans les années 2000. Il a pris un tour assez polémique. Au fond, c'était un rappel quand même de l'opposition du départ. Il fallait pouvoir maudire ce deuxième pilier pour tenter de revenir à un seul pilier qui, lui, serait théoriquement plus transparent que le deuxième pilier. Donc là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est pas réellement une problématique, c'est pas vraiment un scandale, et qu'en fait, ça a juste été utilisé par la gauche pour de nouveau taper sur le deuxième pilier pour relancer le débat sur l'AVS. Donc pour lui, que 20 milliards soient manquants dans les caisses, c'est juste une raison de faire scandale. Un nouveau territoire qui a été découvert aussi bien par les assurés que par les assurances, en 1985, et ça a pris un certain nombre d'années pour trouver un équilibre. C'est pour ça que le mot transparence est le mot essentiel. Ce qui s'est passé pendant cette première période, c'est vraiment que, effectivement, c'était un triangle des Bermudes. Un triangle des Bermudes, mais uniquement dans les caisses de pension liées aux assurances vie. Car dans ce cas, l'argent des cotisations est transmis à l'assureur vie et c'est lui qui en prend le contrôle. Mais les assureurs tiennent une comptabilité virtuelle et opaque concernant ces excédents. Ils mélangent affaires privées et affaires réalisées dans le deuxième pilier. Tout est versé dans le même pot. Une vraie boîte noire. Dann haben wir uns gesagt, da gibt C'est dingue aussi que notre retraite dépende des marchés financiers, donc par exemple des placements dans l'immobilier, donc l'achat de propriétés qui ensuite fixent des loyers hyper chers pour les locataires, donc font payer ça aux locataires, donc aux personnes qui sont censées un jour profiter de ces retraites. T'as totalement raison, et c'est un des problèmes, c'est un problème majeur du principe des retraites aujourd'hui, c'est effectivement les marchés boursiers, les marchés financiers, c'est ça ce qui va augmenter nos loyers, mais pas uniquement, c'est ça ce qui va aussi potentiellement générer des bulles spéculatives qui ensuite peuvent éclater et détruire toute l'économie. C'est ce qu'on a vu en 2008 avec l'éclatement de la bulle des subprimes aux États-Unis dans l'immobilier, qui a mis à l'arrêt toute l'économie mondiale. Et le problème, c'est que nos retraites dépendent de ça. Et le truc, c'est que faut pas se dire que c'est qu'en Suisse, parce que par exemple, BlackRock, qui est une des plus grandes entreprises de gestion de fortune au monde, gestion de fortune. Non, banque d'investissement. Excusez-moi, je confonds. En fait, leur plus
grande source de liquidité, c'est les fonds de retraite des fonctionnaires canadiens et qui sont gérés par BlackRock. Donc BlackRock est une multinationale ultra connue qui a d'ailleurs ses parts dans Swiss Life, donc de nouveau en Suisse, et qui gère aussi maintenant notre AVS depuis peu. Et le problème, c'est que BlackRock a déjà été pointé du doigt pour avoir créé des bulles spéculatives, pour avoir fait pression sur certains pays, pour générer plus de profits, etc. Et donc c'est, comme il le disait, une boîte noire totale. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans parce qu'en fait, on donne nos retraites aux capitalistes pour qu'ils se fassent de la thune avec. Nous nous sommes alors dit qu'il y avait bien quelqu'un qui surveillait ces assureurs privés, parce que la loi exigeait aussi une surveillance. Et cette surveillance était assurée par l'Office fédéral des assurances privées. Et c'est pourquoi nous lui avons demandé par écrit comment s'étaient constituées ces réserves, où elles étaient, quels étaient les frais administratifs et à combien s'élevaient les réserves de fluctuation. Et nous avons reçu une réponse de l'Office fédéral des assurances privées, une réponse très spéciale. En bref, cette lettre disait ceci. La transparence dans ce domaine n'est pas souhaitable, car elle nuirait à la compétitivité des assureurs vie en Suisse et à l'étranger. Ah bon? Et tout le monde... Donc là, de nouveau, la puissance de l'État suisse. C'est des parlementaires qui demandent de savoir les comptes. Là, on veut savoir combien il y a dans vos réserves en fonction des différents paramètres des réserves. On veut savoir, etc. Qu'est-ce que vous faites avec? La réponse, la transparence, c'est pas bien. La transparence, non, parce que ensuite, ça va avoir un impact sur la concurrence. Ah bon, mais comment? Non, c'est pas cool. Et de nouveau, on peut faire le lien avec les assurances maladie. On leur demande d'être plus transparents de comment ils gèrent l'argent entre l'assurance maladie publique, obligatoire, enfin, pas publique, obligatoire, et les assurances privées. Ils disent non, la transparence, c'est pas top. C'est pas top. Et comment est-ce que vous fixez, par exemple, le taux de prime et les taux d'augmentation des primes d'assurance maladie? On n'a pas envie de vous dire parce que ça nuirait à la concurrence. C'est tout le temps ça la réponse. Et même quand c'est l'État qui s'y mêle, là c'est le cas, ils peuvent juste tirer un gros fuck et dire non, c'est la concurrence. Était atterré par une telle réponse de la part de la surveillance. Ce qui nous a motivés encore plus pour tirer toute cette affaire au clair. Ah là, on était motivés là par contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office fédéral des assurances privées était en fait l'Office fédéral des assureurs privés. Donc cet office pensait comme un assureur. Il n'a pas soutenu les assurés, mais il a veillé à la bonne santé financière des assurances. Et cela s'est poursuivi au Parlement, où siégeaient de nombreux parlementaires, membres de conseils d'administration d'assurance vie. Leur influence était très grande. Les assurances faisaient des dons aux partis. Cette influence s'est ressentie jusqu'au Conseil fédéral, où il y avait le ministre des Finances, M. Merz, qui avait été auparavant conseiller à l'UBS et qui était aussi proche des assurances. On peut dire que tout le monde était bien disposé à l'égard des assurances. Dire que la politique des trois piliers... Vous allez me faire croire que le fait qu'on ait un de nos ministres responsable des finances, qui travaillait à UBS et avait des liens avec les assurances vie, pose problème pour l'objectivité de son travail en tant que conseiller fédéral sur la question des assurances vie? C'est étonnant, on s'y attendait pas. Tout comme ça serait dire que Rushdie, qui avant était lobbyiste des importateurs d'automobiles et de la filière du pétrole en Suisse, qui aujourd'hui est ministre de l'énergie et des transports et je ne sais plus le troisième, que ça aurait un impact sur son travail? Non, c'est pas possible. Non, là, je vous crois pas.
vient protéger une niche rémunératrice pour les assureurs, pour les grosses entreprises. C'est pas seulement une vision en fait de l'historien ou des personnes qui observent. C'est une stratégie politique qui est explicitement développée par les assureurs vie, qu'on peut trouver noir sur blanc dans quantité de documents internes, dans laquelle vraiment une politique de défense de ces intérêts privés est conçue, formulée, défendue, puis mise en place par l'État, qui a vraiment comme objectif chérissons, protégeons, faisons en sorte que cette niche rémunératrice, que cette poule aux œufs d'or qu'est le deuxième pilier, puisse continuer à porter ses fruits à l'avenir. Et ça, j'aimerais que vous mettiez ça dans le crâne, ok ? Enfin, je vous dis vous, mais ça serait bien que le peuple suisse se mette ça dans le crâne. C'est que la plupart du temps qu'il y a un scandale, par rapport à une mauvaise gestion de quelque chose qui est obligatoire, fixé par le droit, mais géré par les privés, à chaque fois qu'il y a un scandale, ensuite, les politiciens et politiciennes viennent à la télé ou à la radio pour dire « Oui, mais c'était une erreur, c'était pas volontaire, c'est parce qu'on avait mal calculé, etc. » Et là, ce qui montre, avec les travaux d'historiens, et là, on voit notamment l'importance du travail de l'historien et de l'historienne, c'est qu'il montre que c'est écrit noir sur blanc, ce genre de stratégie, que c'est pas des erreurs, que c'est pas juste « Ah, c'est un accident de parcours, etc. » Non, c'est une stratégie pensée pour cet objectif, pour faire des profits. Les assureurs privés disposent d'un appareil puissant pour éclairer l'opinion publique. Nous ne voulons pas de grand appareil de contrôle étatique. Au début, les assureurs ont eu le sentiment qu'on pouvait m'influencer par l'intermédiaire du parti. Je dois aussi dire qu'à l'époque, le président de notre parti était membre du conseil d'administration de la Rentenanstalt et qu'il était donc tout naturellement opposé à mes revendications. Mais non. Je me souviens avoir été convoquée avec le PDG de la Rentenanstalt par le président du parti et on a essayé de me convaincre de l'importance de l'activité lucrative des assureurs vie. Et je ne me suis pas laissée influencer. Mais à la suite de ces tentatives de pression, j'ai renoncé à participer aux réunions du groupe parlementaire. Donc là, Izzy, une ancienne parlementaire, déclare qu'elle a essayé de faire pour une fois un vrai travail de parlementaire, c'est-à-dire mettre son nez dans les affaires courantes de l'État et des entreprises qui sont liées à l'État, et qu'elle a eu une petite réunion où on lui a fait un coup de pression. On a l'impression que c'est un film de mafieux, le machin, où on lui a fait un petit coup de pression en lui disant « Écoute, cocotte, hein, tu vas lâcher cette affaire, t'auras un joli petit voyage où tu veux, t'auras même peut-être un petit cadeau, une petite villa, mais tu lâches cette affaire. » Et elle dit ça passe crème. Ça passe crème. Ils l'ont gardé dans le documentaire justement parce que les personnes qui ont fait le documentaire ont bien compris la gravité de ce qu'elle dit, mais c'est scandaleux. Habe ich dann aufgegeben, in die Fraktionssitzungen zu gehen. Ce lobbyisme, il s'exerçait à tous les niveaux. Il s'exerçait aussi auprès de mes collègues au Conseil fédéral et donc me rendait plus difficile la tâche de trouver le bon compromis avec mes collègues. Et puis il s'exerçait naturellement auprès des parlementaires, certains se faisant absolument l'écho. En mai 2004, la commission de gestion du Conseil national publie une enquête exhaustive qui confirme tous les soupçons exprimés par les parlementaires critiques. Le calcul des excédents de 1985 à 2001 reposait sur des bases opaques et inintelligibles. Des excédents générés dans le deuxième pilier ont pu être utilisés par les assureurs pour couvrir des pertes faites ailleurs. Il n'est plus possible d'estimer les excédents encaissés par les assureurs depuis 1985, faute de données. Ah, c'est con.
l'Office fédéral des assurances privées n'était pas en mesure de protéger les assurés contre les abus. Là, il y avait même une... Donc on a un office fédéral qui doit faire ça, doit gérer ce genre de choses, et la conclusion de l'enquête, c'est en fait cet office fédéral n'a pas réussi à faire son boulot. Qu'est-ce qu'on va faire de cette conclusion? Pas grand-chose. Entente entre les grandes compagnies d'assurance et l'Office fédéral des assurances privées. Et c'était choquant. C'était choquant. On peut dire l'Office fédéral a été en main des grandes assureurs de la Suisse. L'économie a aussi exploité la surveillance. L'OFAP, dans ce domaine, dit très cyniquement, le secteur de l'assurance vie est un secteur important pour la vie économique suisse. C'est des entreprises qui ont une renommée mondiale et les meilleures, si les rendements là-dessus sont meilleurs. Et ce faisant, ils ont tout simplement négligé leur obligation première, qui était d'assurer le fonctionnement d'une assurance sociale. Aujourd'hui, les 8 compagnies d'assurance vie actives dans le deuxième pilier réalisent les 2/3 de leur chiffre d'affaires dans ce domaine. Elles administrent la prévoyance professionnelle de 43% des assurés actifs et gèrent près de 200 milliards de francs. À la suite du scandale des 20 milliards, l'Office fédéral des assurances privées sera finalement dissous et intégré à la FINMA, le nouveau gendarme des marchés financiers. Ça n'était pas encore arrivé au moment où ils ont fait le documentaire, mais FINMA, le nouveau gendarme des marchés financiers, aujourd'hui, pour l'enquête par rapport à Crédit Suisse, il y a beaucoup de questionnements de qu'est-ce qu'a fait la FINMA par rapport à Crédit Suisse. Donc là, on a l'impression qu'il règle le problème de l'Office fédéral des assurances privées, qui était trop lié aux assureurs vie, et qui du coup ne faisait pas bien son travail. On dit on a réglé le problème parce que maintenant c'est inclus dans la FINMA, mais aujourd'hui, en 2024, on se dit on croit que la FINMA, c'est pas top. Soit parce qu'ils veulent pas le faire, soit parce qu'on n'a pas donné les fonds suffisants pour faire un bon travail. Aujourd'hui, les lois sont bien sûr beaucoup plus strictes. Les affaires de la prévoyance professionnelle sont soumises à une réglementation et à une surveillance très étroite. Les outils dont nous disposons pour exercer cette surveillance sont tels que nous pouvons également surveiller les assureurs vie de manière sûre, efficace et effective dans ce domaine. Bien sûr, la digitalisation et le traitement des données nous aident également. Cela devient de plus en plus transparent et efficace d'un côté, et de l'autre, il n'y a plus que 8 assureurs vie qui exercent cette activité. Il y a donc moins d'assurances à surveiller. Après la polémique des 20 milliards de francs, la loi a été modifiée afin d'introduire davantage de transparence dans les comptes des assureurs. Pour la première fois, on y a défini ce qu'on appelle les excédents et comment il faut les partager. La legal quote, ou quote-part minimale qui a été introduite, régit en effet la manière dont ces excédents doivent être répartis entre les assurés et les assurances vie. Il a été décidé qu'un maximum de 10% de ces excédents peuvent être encaissés par les assureurs, notamment pour la constitution du capital risque. Nous étions totalement satisfaits au sein de la commission. Cela allait de la gauche à la droite. On a dit « Ok, les assurances peuvent recevoir jusqu'à 10% des bénéfices réalisés », mais le réveil fut brutal lorsqu'on nous a fait comprendre que 10% des excédents signifiait en réalité 10% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de l'ensemble des revenus encaissés par l'assurance. Donc, juste pour expliquer, parce que là, c'est un peu une partie comptable, chiffre d'affaires, c'est tout ce qu'une entreprise va générer comme revenu brut en une année. Sauf que chiffre d'affaires, ça n'est pas égal à bénéfice.
Pour arriver au bénéfice, il faut faire le chiffre d'affaires moins tous les coûts qu'il y a entre deux, ou l'argent que tu as dû redonner. Et là, ensuite, ça te donne les bénéfices. Et ce qu'ils expliquent, c'est quand ils ont écrit la loi, ils se sont dit, les 10%, on est d'accord, parce que c'est sur les bénéfices. Parce que 10% des bénéfices, ça veut dire que 90% des bénéfices des assureurs vie vont revenir aux retraités. Ok, pas mal. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas 10% du bénéfice, mais du chiffre d'affaires total. Donc ça veut dire que dans certains cas de figure, ce sera 100% des bénéfices qui reviennent à l'entreprise privée et non aux retraités. Là, nous avons raté quelque chose à la Commission. On a raté. Parce que nous avons sous-estimé la ruse, pour ne pas dire l'aplomb des assureurs vie. Et juste, je fais encore une pause, mais ça fait écho aussi à un autre live qu'on avait fait avant l'été, où on voyait un nouveau conseiller national UDC qui répondait aux questions de la RTS et qui disait qu'en commission, c'était super parce qu'il avait appris plein de trucs. Et donc, il disait face caméra qu'en fait, il arrive en commission en connaissant pas du tout ces sujets. Et là, c'est de nouveau un cas de figure comme ça, parce que tu as en face des assureurs vie dont c'est le travail de penser à une stratégie pour se faire plus d'argent. Ils le font depuis des années. Et tu as des gens qui ont été élus il y a 6 mois, qui débarquent dans cette commission, qui connaissent rien au système, qui connaissent à peu près autant que nous là ce soir, et qui doivent analyser si un texte de loi a été bien préparé ou pas, est-ce qu'il est juste ou pas pour la population, etc. Et là, ils disent de nouveau, on a été berné. C'est pas de notre faute, on a été berné. Voilà, on nous avait donné un dossier qui disait c'est bien, donc on a dit c'est bien. Nous n'avions pas réussi à définir la notion de revenu. Et puis le projet d'ordonnance est arrivé. Et cela a provoqué un tollé. Et la Commission a envoyé un courrier au conseiller fédéral compétent, le conseiller fédéral Merz, une lettre pour lui dire que comme ça n'allait pas. Il y a des juristes qui ont estimé... Mais en vrai, c'est exactement ça, Tataka Marx. C'est vraiment, on envoie à Berne des gens qui... Et je dis pas toutes et tous, mais il y a quand même beaucoup... où ils débarquent là-bas, ils pensent que c'est le monde des bisounours, que la démocratie, c'est juste, on va discuter entre parlementaires et on va inviter des experts qui vont nous expliquer objectivement la situation. Mais le fait que ce soit des experts qui proviennent des banques, des assureurs privés, etc., non, c'est pas un problème parce qu'on fait confiance. Et, comme tu le dis, ils nous souriaient, ils ont dit bonjour. Tu te rends compte de ça? Il avait un français parfait. Non, moi je lui fais confiance. Que cette ordonnance allait à l'encontre de la loi et que la quote-part de 10% en faveur des assureurs n'a pas été respectée. Mais le Parlement a décidé que le conseiller fédéral Merz était allé jusqu'à l'extrême limite de ce que la loi permettait. Oui, les assurances ont tout simplement exercé leur influence dans différents comités. Elles ont œuvré dès les commissions préparatoires pour que l'on interprète les choses à leur avantage. Et à la fin, on a simplement dit que c'était au Conseil fédéral de décider. Or, le conseiller fédéral Merz dirigeait le département des finances. C'était donc lui qui était responsable de la surveillance des assurances. En fait, il s'agissait d'une tromperie qui a ensuite été approuvée par le Conseil fédéral. C'est étonnant tout ça quand même, hein? Pourquoi la méthode... Donc ils se font déjà duper une première fois. Ils le remarquent en 2001. Ils essayent de rectifier le tir, et en rectifiant le tir, ils se font duper une deuxième fois. Et il n'y a toujours pas un problème, on continue, circuler, il n'y a rien à voir. La est trompeuse, parce que les gens peuvent penser que les assureurs vie gardent 10% du résultat. Or, la méthode brute permet aux assureurs vie de garder jusqu'à 30% du résultat net, et ce, après constitution de toutes les réserves et provisions qui sont nécessaires pour garantir l'équilibre financier du domaine de l'assurance
deuxième pilier. Ce partage avec la legal quote entre les assurances et les assurés doit certes toujours exister. Mais il faut que la classe politique se pose la question et choisisse. Parce que plus la legal quote se fait au bénéfice des assurés, moins l'activité est attractive pour les assureurs et moins il y aura d'assureurs pour continuer à travailler dans ce domaine. Donc là, c'était l'employé de la FINMA, donc le gendarme du marché financier suisse, qui dit, petit a, il faudra toujours que la legal quote existe. Déjà, il n'explique pas pourquoi il faudra toujours que la legal quote existe. Donc la legal quote, c'est le pourcentage d'argent que les assureurs privés peuvent se mettre dans les fouilles de nos retraites. Elle dit, ça devra toujours exister. Aucune explication de pourquoi, comment, etc. De nouveau, en Suisse, il ne faut pas trop réfléchir. Et deuxièmement, elle dit, et il ne faudra pas trop la baisser, parce que sinon, ça ne va plus être un domaine assez attractif pour les assureurs privés. Donc, il faut assurer aux assureurs de se faire suffisamment d'argent pour avoir envie de gérer nos retraites. Mais du coup, on leur prend l'argent, géré par l'État. Et c'est l'État directement. Non, ça apparemment, c'est pas une option. En d'autres termes, mieux vaut ne pas trop toucher aux bénéfices des assureurs. Une chose est sûre, en tout cas. Les assurances-vie ont encaissé plus de 8 milliards de francs de bénéfices depuis l'instauration de la legal quote en 2005, selon les données de la FINMA. Oui, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est beaucoup plus. Je dois dire très simplement qu'il n'existe aucune activité, aucun secteur économique, aucune organisation qui puisse mettre 10% du total des recettes encaissées purement et simplement dans sa poche, comme ça. C'est impossible. On a un cadre qui a pour ambition d'être clair. Donc on a une autorisation de profit. Maintenant, il faut être honnête. Ce cadre clair peut poser un problème sous l'angle de la justice sociale et du fonctionnement des assurances sociales. C'est une particularité de la Suisse, c'est des choix politiques qui ont été faits et qui nous imposent de travailler dans ce cadre-là. Le système, il a été construit comme ça. Si on veut le changer, il faut véritablement une démarche politique à mettre en place. Ce système a été construit lorsqu'il a fallu concrétiser par une loi les promesses de la votation du 3 décembre 1972. Ce sera la loi sur la prévoyance professionnelle, la LPP comme on l'appelle, élaborée par le Parlement durant les années 1970. La longue histoire de la LPP, c'est un classique de la législation suisse qui veut souvent qu'on ait un long écart entre l'adoption d'un article constitutionnel et après la mise en application sur la forme d'une loi. À partir du moment où en 72 on a le principe, qui c'est qui va vraiment écrire les législations? Qui c'est qui va vraiment mettre en œuvre ça? C'est ceux qui savent faire. Et ceux qui savent faire, c'est qui? C'est la Rentenanstalt, c'est la Zurich. C'est les patrons qui gèrent des grandes caisses. Et c'est eux qui vont être amenés à vraiment participer dans des commissions. Pas dans les grands débats qui font la une des journaux, mais dans des commissions qui se passent à Interlaken pendant une semaine, où on se réunit pour vraiment écrire la législation. Et c'est là que le pouvoir de ces acteurs-là va vraiment se faire sentir. Donc, en gros, comme on a des pives au niveau de l'État, qui sont des amateurs, on va pas se le cacher, et quand il y a une nouvelle législation, ils sont obligés de demander aux premiers concernés qui s'y connaissent plus dans le domaine. Donc on va inviter le loup dans la bergerie. On va leur dire, messieurs les assureurs, qu'est-ce que vous voulez au final? Le peuple a voté ça, mais on ne sait pas comment mettre en place, donc qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous, hein, on va écrire les lois de toute façon. Même pas besoin de signer, non, mais vous embarrassez pas avec ça. En 1977, c'est le coup de grâce. Le Conseil des États s'empare du projet de loi sur la prévoyance professionnelle. Il va le vider de sa substance pour le façonner selon les intérêts des assureurs.
Un des lieux centraux de cette réécriture, c'est cette commission du Conseil des États, qui va faire vraiment un nouveau projet, d'une certaine manière, à la fin de 77. Et quand on regarde la composition de cette commission, il y a un certain nombre de noms qui vous sautent aux yeux, par exemple celui de Fritz Honegger. Fritz Honegger, c'est un peu l'homme fort du patronat zurichois depuis le milieu des années 60. On est juste avant son élection au Conseil fédéral, qui va avoir lieu à la fin de l'année, puis il va y rester un certain nombre d'années comme chef du département de l'économie publique. Au moment où il siège dans cette commission du Conseil des États, il est vice-président de la Rentenanstalt. C'est Monsieur Rentenanstalt. Quand il parle dans cette commission du Conseil des États, il a le poids du conseiller aux États zurichois, mais il parle au nom de la Rentenanstalt, il parle au nom du patronat zurichois. Dans le contexte politique de cette fin des années 70, c'est très difficile d'aller contre la force de ces milieux-là, qui à n'importe quel moment peuvent lancer l'initiative, financer un référendum, mener une campagne de propagande extrêmement forte. Ils parlent au nom vraiment de tous ces milieux-là. Donc ça, on en parlait avant quand je faisais un point sur l'actualité par rapport à notre démocratie directe. C'est ce que je vous disais par rapport à la récolte de signatures, à la capacité de mener campagne. Les assureurs privés, ils ont l'argent pour payer des publicitaires, pour payer une récolte de signatures, pour mettre en place toute une campagne de propagande, contrairement à nous. Rush Godam. Les assureurs privés, ils ont cet argent-là. Donc, ils disent, de toute façon, si le Parlement vous fait pas ce que nous on veut, on va faire soit un référendum, soit une initiative, mais on s'en fiche. De toute façon, c'est nous aussi qui avons nos potes dans les journaux privés, donc on va faire ce qu'on veut. Oui, c'est hyper intéressant. Attends, je vais essayer de mettre le lien, mais la dernière fois que j'ai mis un lien dans le chat, ça n'avait pas bien fonctionné. Ouais, non, maintenant ça marche. Donc là, ils disent clairement, en fait, c'est une prise d'otage de la commission, où le type qui est à la tête de la commission, c'est Monsieur Rentenanstalt, donc l'association des assureurs privés, qui dit, de toute façon, si vous acceptez pas nos conditions, on va faire une initiative, et puis on va la gagner, parce qu'on a la thune. Dans cette commission, on trouve aussi un membre du conseil d'administration de la Zurich Assurance et de la Vita, donc la branche d'assurance vie de la Zurich. On trouve un banquier de la Société de Banque Suisse. Donc en fait, quand on étudie le travail de cette commission, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est les intérêts patronaux, les intérêts derrière la gestion du deuxième pilier qui revendiquent, qui réclament une loi taillée pour eux. En juin 1982, le Parlement fédéral vote avec le soutien des socialistes la version définitive de la loi sur la prévoyance professionnelle. On est loin des promesses faites avant la votation de 1972. Entre autres choses, les bas salaires et les temps partiels sont exclus du deuxième pilier. Mais surtout, on passe de la primauté des prestations, c'est-à-dire le montant des rentes est prédéterminé en pourcent du salaire, à la primauté des cotisations, c'est-à-dire le montant des rentes dépend du capital vieillesse épargné. Cela signifie que le montant de la rente du deuxième pilier n'est plus garanti, contrairement aux promesses de 1972. Alors ça, évidemment, c'est un changement, en fait, de sur qui porte le risque, entre l'assuré ou la caisse, qui est fondamental. Ça transfère, en fait, le risque de l'assureur vers l'assuré. Pour la gauche, le bilan est catastrophique. Alors question, pourquoi le Parti socialiste et les syndicats ont-ils soutenu dès le départ la doctrine des trois piliers? Ah, bonne question. Fritz Leuthi a été le secrétaire central de l'Union syndicale suisse de 1970 à 1991, en charge du dossier de la prévoyance vieillesse. Donc chef des syndicats. Il a siégé comme expert dans les diverses commissions parlementaires et a suivi de près l'élaboration de la LPP au Parlement. Ce système reposant sur deux piliers me semble correct. Mais ce que l'on en a fait au niveau de la loi, c'est une toute autre question. Le principe de la primauté des prestations était très clairement au premier plan.
Et j'ai été déçu au Parlement de voir avec quelle facilité le camp bourgeois a abandonné ce compromis alors qu'il l'avait encore approuvé en commission. Et la deuxième déception a été le fait que peu d'efforts ont été entrepris pour créer des caisses de pension vraiment autonomes. On a repris les modèles prêts à l'emploi des compagnies d'assurance. On a ainsi non seulement accepté des frais administratifs plus élevés, mais on a également renoncé à disposer du capital de manière autonome. Ce sont donc des déceptions qui sont apparues avec la loi, mais nous ne sommes pas la majorité parlementaire. Et ça, pour moi, ça résume très bien l'état de la gauche en Suisse. C'est la crédulité. C'est se dire que, à la base, un texte de loi proposé au Parlement ou en initiative est pas trop mal. Donc, pourquoi le refuser ? Mais ils oublient du coup qu'ensuite, ça va être passé à la moulinette du Conseil fédéral par ordonnance ou par les commissions, etc. Et qu'ensuite, ça va complètement changer le texte de loi. Complètement. Et il y a cette crédulité de se dire « Ah, mais ils ont fait un effort, ils ont cherché le consensus, donc... » Pour pas les froisser, on va accepter, comme ça on aura gagné un petit peu de ce qu'on demandait. Et au final, on gagne rien du tout de ce qu'on demandait. Regarde-le avec ses petits yeux globuleux. Il pensait bien faire. La relation des syndicats et donc d'une bonne partie de la gauche aux politiques sociales, elle est évidemment très compliquée. On adhère à un syndicat, mais on adhère à des caisses en fait concrètement. L'horizon politique au fond, c'est de créer des caisses de retraite paritaires professionnels avec les patrons de l'industrie des machines. Le problème des syndicats, c'est pas tellement qu'ils sont faibles, c'est plutôt qu'ils sont d'accord en fait avec la politique qui est mise en place. Ah. En fait, les syndicats sont dans une logique d'étroit partenariat avec le patronat. Ah. On peut dire la même chose du Parti socialiste qui est sur une ligne identique. C'est-à-dire trouver à tout prix un compromis avec la droite. Au bout du compte, la loi qui entre en vigueur en 1985, 13 ans après la votation de 1972, est pleine de trous. On s'en rendra compte en 2002 lors du scandale des 20 milliards. Mais elle est conforme aux objectifs du protocole. Et là, ce qu'il disait de cette stratégie du compromis, c'est ce que je disais avant, de cette question de la crédulité. C'est de se dire, dans la gauche institutionnelle suisse, si on montre pas trop les dents, si on se montre pas trop radicaux, on va potentiellement trouver un compromis avec le camp bourgeois et donc on va quand même un peu améliorer la situation des classes laborieuses, des petits salaires, etc. Mais le problème, c'est qu'en réalité, comme la gauche n'a jamais la majorité en Suisse, pour l'instant, ça va changer un jour, je l'espère, c'est que le compromis, il est jamais en faveur des positions de gauche. Jamais. C'est à chaque fois juste des petits restes qu'on laisse à la gauche. Espérons que lorsque la LPP sera adoptée, nous pourrons dire avec bonne conscience qu'avec cette dernière bataille, nous avons aussi gagné la guerre. Et quelle victoire! Si, durant les premières années, les assureurs réalisaient dans la gestion des caisses de pension environ 10% de leur chiffre d'affaires, à partir de 1972, cela grimpe nettement jusqu'à dépasser les 70%. Donc on leur a fait un énorme cadeau avec nos retraites. Voilà ce que ça veut dire. On a engraissé la place financière suisse, les bourgeois suisses, avec nos retraites. Le bilan est amer. Le niveau des rentes ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. En 2020, la rente médiane AVS plus deuxième pilier des nouveaux retraités se monte à 3 459 francs par mois. Cela signifie que... Donc, ce qui était censé assurer non pas juste le minimum vital, mais de garder un niveau de vie conséquent par rapport à notre dernier salaire, aujourd'hui est de 3 400 francs par mois. Par mois. Qui vit avec ça en Suisse? Je sais qu'il y a peut-être des gens dans le chat ou des gens qui vont regarder qui gagnent ça. Mais du coup, vous savez à quel point c'est la galère
à quel point c'est la galère. Et là, c'est la rente médiane. Donc, ça veut dire que 50% des retraités suisses gagnent moins que ça. La moitié des personnes concernées touchent moins. Il me répète. Le versement d'une rente totale égale pour une personne seule au moins à 60% du dernier revenu brut du travail. Pour beaucoup, l'objectif des 60% relève en fait du mirage. Au niveau historique, lorsqu'on a évoqué ce 60%, on a assez rapidement parlé aussi d'un 70% en disant ça devrait être 70% du salaire des personnes, même du salaire net. Par conséquent, on voit bien qu'il y a une discussion. On ne dira pas aujourd'hui qu'il y a une controverse, mais je pense qu'il y a une discussion et le 60% pour maintenir le niveau de vie antérieur paraît objectivement, et si on est raisonnable, insuffisant. On avait imaginé dans les années 70 des carrières professionnelles qui étaient linéaires. La détérioration du marché du travail, surtout pour la catégorie des 50 ans et plus, a des conséquences directes et indirectes sur la constitution du capital du deuxième pilier, qui est quand même la promesse d'avoir des rentes suffisantes pour vivre, disons, de manière acceptable sa retraite. Est-ce qu'on est prêt à augmenter les cotisations pour avoir plus de capital? Juste petit point, ce Jérôme Cossandet, directeur roman d'Avenir Suisse, que vous avez peut-être déjà vu dans des débats infrarouges ou autres. Avenir Suisse, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Usul et Nomi, Love You Man 2. C'est Avenir Suisse, donc c'est un de ces instituts néolibéraux qui est financé par, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Freedom for Palestine, toujours. Là, aujourd'hui, on en parle moins, mais évidemment, si on peut en reparler les prochaines semaines, on le refera. Avenir Suisse, donc, qui est financé par cet institut américain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous pouvez retrouver ça dans la vidéo Rhinocéros. Je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier de leur saison. Qui finance en fait des instituts et des partis politiques de droite et d'extrême droite en Europe et partout dans le monde pour faire avancer l'agenda néolibéral au niveau économique et l'agenda réactionnaire au niveau social, que ce soit sur les questions LGBT, que ce soit sur les questions antiracistes, d'immigration, etc. Et là, ils le font parler, on voit ce qu'il dit. De façon à ce que quand vous partez à la retraite et que vous vivez plus longtemps, bien ce capital maintient votre niveau de rente tout au long de votre vie. C'est plus une question politique. Est-ce que vraiment on veut, est-ce que les employeurs et les employés sont prêts à augmenter ce capital ou pas? Sur le plan technique, c'est assez facile, c'est un calcul assez facile à faire. Donc il faut commencer d'économiser plus vite, plus ou plus longtemps, c'est l'âge de la retraite. C'est les trois variables sur lesquelles on peut travailler, mais ces trois variables éminemment politiques. Donc ce qu'il dit, c'est le seul moyen d'améliorer la situation pour nos retraites, c'est soit de travailler plus longtemps, soit de cotiser plus, donc d'avoir un niveau de salaire plus bas pendant notre vie active, ou de commencer, mettons, à 8 ans à cotiser. Allons-y. Dès qu'on a un bébé, en fait, il faut commencer à cotiser. Vous allez recevoir une fiche de cotisation. Et il dit c'est les seules solutions. C'est tout. Il n'y a pas de débat autrement. Avec les données actuelles, on peut être extrêmement pessimiste. Et donc, la logique qui, aujourd'hui, est déjà inscrite dans le deuxième pilier en particulier, c'est la baisse des prestations. Et cette baisse des prestations, elle n'est pas seulement quelque chose qui va intervenir ces prochaines années, elle est déjà réelle. Donc l'avenir est relativement sombre parce que ça signifie que les promesses ne pourront pas être tenues, voire pire. On peut imaginer ce qui était absolument hors de question, que les rentes qui sont servies aujourd'hui puissent être diminuées. Il faut plus de répartition à l'intérieur même du système du deuxième pilier. Et à cela, la droite s'oppose farouchement. Mais il n'y a aucune raison de considérer que le deuxième pilier doit rester pur de toute immixtion, de toute intervention, je dirais, de correction
des discriminations auxquelles il soumet actuellement les femmes, et en particulier les très bas revenus et les revenus des personnes en situation précaire. Le vice de forme, c'est d'avoir, au fond, confié la gestion des fonds d'une assurance sociale à des assurances privées. Donc là, ce qui est dit, c'est peu importe les réformes qu'on va faire, le vice, le péché originel était là dès le début, dès 1972, avec la LPP, c'était de donner la responsabilité de ce deuxième pilier à des entreprises privées. Et donc, peu importe les réformes qu'on va faire, le vice sera là. Donc, d'un point de vue de gauche, la seule solution possible, écoutez-moi, abattez la citadelle. La seule solution possible de gauche, c'est supprimer le troisième et le deuxième pilier et de renforcer l'AVS, qui est le seul système public, social et réellement solidaire de redistribution des richesses. C'est la seule solution, messieurs, dames. Depuis sa mise en œuvre, la fortune du deuxième pilier a augmenté de façon spectaculaire. Elle dépasse aujourd'hui les 1000 milliards de francs. La gestion de cette somme faramineuse intéresse non seulement les assureurs vie, mais également les banques, les sociétés de placement, les fonds d'investissement et autres bureaux de conseil financier. Donc, en gros, tous les requins de la finance mondiale s'intéressent à ce pactole. 1000 milliards de francs que tu as à disposition pour ensuite mettre sur les marchés financiers pour avoir des retours de 10% d'intérêt. C'est gigantesque. Il y a 50 ans, un petit groupe de dirigeants de l'économie ont fixé un cadre et un cap. Nous en supportons aujourd'hui les conséquences. Après une année de contact, Swiss Life a finalement refusé sans explication toute interview et nous a renvoyés à l'Association suisse d'assurance. Comme par hasard. Nous avons été en discussion avec AXA pendant 4 mois. La société a reporté... Bon, j'avance un peu, je sais plus s'ils disent... Ils doivent pouvoir réaliser des bénéfices suffisants. Ouais, ils répètent un peu les mêmes trucs. Les capacités se poseront de toute façon. Et là, ils répètent certains trucs qui ont été dits. Donc voilà en gros ce scandale de la LPP. Donc vous comprenez bien que le scandale, ils partent du scandale de 2002 avec les 20 milliards. Mais le scandale, c'est toute la LPP. Le scandale, c'est le fait que les marchés financiers en Suisse utilisent nos retraites pour se faire des énormes profits. Et en échange, ils n'améliorent pas la condition de vie des retraités. Et ça fait le lien avec la réforme de la LPP sur laquelle on doit voter dans 3 semaines. Et là, je vous prie, on arrive à la fin du live, mais là, il faut votre attention. Dans 3 semaines, on vote sur cette réforme. 2 points essentiels de cette réforme, c'est qu'ils vont augmenter les cotisations salariales. Donc, on va devoir payer plus de notre salaire pour les envoyer à Swiss Life, etc., pour qu'ils les mettent sur des marchés financiers. Et on va diminuer le taux de conversion. Donc cet argent supplémentaire qu'on va payer à Swiss Life et autres, on va en toucher moins ensuite à la retraite. Donc ils nous proposent de payer plus pour gagner moins. Et en échange, ils disent « oui, mais ça va améliorer la condition des femmes ». Pourquoi ils disent ça ? Ils disent ça parce que la majorité des personnes qui n'ont pas une LPP complète à la retraite, c'est les femmes, parce que les femmes doivent cesser en partie ou complètement leur activité professionnelle au cours de leur vie, notamment à cause des tâches éducatives, du travail de care, parce qu'aujourd'hui en Suisse, il n'y a pas encore une répartition équitable de ce travail de care, du travail à la maison. Et ils disent la seule solution, c'est d'augmenter les cotisations, etc., pour pouvoir abaisser le seuil d'entrée, comme on en parlait avant de regarder le documentaire. Sauf qu'en réalité, il y a d'autres solutions. Par exemple, dans l'AVS, qui est de nouveau public, solidaire, etc., il y a ce qu'on appelle des bonifications pour tâches éducatives. Donc ça veut dire qu'on prend en compte dans ce que vous cotisez à l'AVS,
on prend en compte les années ou les périodes où vous avez dû baisser votre taux d'activité parce que vous avez dû vous occuper d'un enfant. Et donc ça, par exemple, c'est un moyen concret d'améliorer la situation des femmes à la retraite sans pour autant prendre dans les poches de tout le salariat. Sauf que ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut trouver un financement à ces bonifications. Et donc essayer de trouver, par exemple, une manière plus juste de répartir les richesses. D'avoir peut-être un système de la LPP où tu as une partie des cotisations des plus riches qui va à la bonification pour tâches éducatives. Mais ça, la droite ne veut pas l'entendre. Autre moyen aussi, c'est d'améliorer les structures d'accueil extrafamilial pour que les femmes, de nouveau, puissent retourner plus facilement et plus rapidement au travail après l'arrivée d'un enfant. Mais ça, de nouveau, la droite ne veut pas l'entendre parce que ça coûterait de l'argent aux contribuables et donc faudrait soit prendre de l'argent à l'armée, soit augmenter les impôts. Ah ben non, ça on veut surtout pas. Donc ils disent qu'il n'y a pas de débat, c'est le seul moyen de faire pour mieux prendre en compte les bas salaires et les femmes qui n'ont pas une LPP complète, mais en réalité, il y en a d'autres solutions. Et ils utilisent cet argument des femmes à chaque débat sur les retraites. Et tout à coup, tu les découvres féministes. Ils en ont, la droite et même l'UDC en ont quelque chose à faire de la condition des femmes. C'est quand même étonnant. Et par contre, les syndicats et la gauche seraient contre l'amélioration de la condition des femmes. C'est étonnant, ça aussi. Non, c'est juste qu'ils nous la mettent à l'envers. C'est qu'ils ont bien compris que de faire juste une réforme avec augmentation des cotisations et baisse du taux de conversion, ça allait pas être accepté. Donc ils ont fait un petit melting pot, un petit sandwich, dans lequel ils ont glissé un truc qui allait leur permettre d'avancer l'argument de « ça prend mieux en compte les femmes » et les bas salaires, ce qui, cela dit en passant, est très questionnable. Et comme ça, ils vont accepter la pilule. Et ils vont tout accepter, c'est magnifique. Et là, tu vois de nouveau la stratégie et le cynisme de la droite. Ils prévoient des réformes qui nous baisent. Excusez-moi du vocabulaire, mais qui nous baisent. Mais à chaque fois, ils trouvent un moyen pour dire que non, mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est social. Et on ne peut pas faire autrement. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?